De la commission spéciale, j'ai reçu de M. Olivier Faure et des membres du groupe Nouvelle Gauche une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. La parole est à Mme Valérie Rabault pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Madame la députée, vous avez la parole. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le texte que vous nous proposez ce jour porte en réalité plusieurs objectifs qu'on pourrait regrouper autour de 3 axes. Une réelle simplification sur certains sujets, et nous la saluons. C'est un vrai progrès dans certains domaines. En contrepartie, deuxième axe, en contrepartie de cette simplification bienvenue, un risque de modifier un peu sans le dire, les responsabilités et les tâches des fonctionnaires. Et sur ce point, nous estimons que les réponses apportées aux questionnements des agents publics qui ont été transmises, notamment par leurs représentants syndicaux, ne sont pas encore totalement suffisantes. Enfin, un troisième axe dans ce texte qui porte sur la suppression de certains droits. Et sur ce troisième axe, monsieur le ministre, nous partageons des divergences avec vous. Alors, je vous propose de vous exposer les réponses de notre demande de renvoi en commission en reprenant ces 3 axes. Tout d'abord, la simplification réelle que vous proposez. Encore une fois, et je le répète ici dans cet hémicycle, nous la saluons. Nous saluons ainsi la suppression des sanctions pour toute première erreur d'un usager de bonne foi. Ainsi, l'erreur pourra être régularisée sans qu'il y ait application de pénalité. Bien entendu, et vous l'avez souligné pendant les débats, il ne s'agit que des erreurs régularisables, ce qui signifie, ce qui est logique, ce qui signifie que les retards et les omissions de déclaration ne sont pas concernés par ce droit. Pour accompagner cette transformation, nous avons déposé plusieurs amendements pour renforcer la bonne information et l'application des usagers, et particulièrement les agriculteurs. Alors, je sais bien que ce texte du droit à l'erreur ne concerne pas le droit européen, et que pour de nombreux agriculteurs, le premier droit qu'ils rencontrent est celui lié à la politique agricole commune, c'est-à-dire la PAC. Mais que je sache, monsieur le ministre, ce n'est pas l'Union européenne ou la Commission européenne qui gère les formulaires de PAC. Je crois que c'est l'État français. Alors, je vais vous faire une petite lecture. Vous allez me dire la case qu'il faut cocher, parce que quand j'ai regardé ce formulaire, j'aurais bien été en peine de cocher la bonne case. Donc, c'est un agriculteur. Vous avez parlé d'Alexandre tout à l'heure. Moi, je vais vous parler de Philippe, monsieur le ministre. Et Philippe doit cocher ces 2 cases. Et ces 2 cases, c'est peut-être le père d'Alexandre, madame la présidente, et ces 2 cases, elles ont un impact significatif sur le montant de la PAC qu'il va recevoir. Donc, on lui a demandé de cocher à Philippe « Je déclare comme SIE tous les éléments et surfaces visibles sur mon registre parcellaire ou indiqués dans le descriptif de mes parcelles qui répondent aux définitions des SIE et qui vont au-delà de mes engagements au titre des MAEC. » Option 1. Option 2. Je ne souhaite pas bénéficier de la dérogation AB qui conduirait à la nécessité de respecter les critères de verdissement. Voilà, mes chers collègues, les 2 options que Philippe a dû cocher. Alors, Philippe s'est trompé. Il ne s'appelle pas cocher, mais Philippe s'est trompé. Il a coché l'option 2 et il a perdu par rapport à l'année N-1 5 000 € sur sa PAC. Il était de bonne foi. Je vous ai fait la lecture des 2 options à cocher. Je pense que si, dans l'hémicycle, nous savions exactement tous ce qu'il y a derrière, nous aurions peut-être coché la bonne option, mais peut-être que nous n'aurions pas coché la bonne option. C'est pour cette raison, monsieur le ministre, que nous avons déposé des amendements pour que ce droit à l'erreur, encore une fois que nous saluons, puisse être étendu aux agriculteurs, notamment sur la base des formulaires PAC. Certes, la PAC relève du droit européen, mais le formulaire stricto sensu que les agriculteurs doivent remplir découle de l'administration française. Nous saluons aussi l'inversion de la charge de la preuve. Ce sera désormais à l'administration de prouver qu'il y a eu mauvaise foi de la part de l'usager concerné ou manœuvre frauduleuse. Nous saluons également la possibilité désormais offerte aux entreprises de demander un contrôle à l'administration pour s'assurer qu'elle est en conformité avec notre droit et d'en rendre les conclusions opposables à la manière d'un rescrit. À ce sujet, nous avons même déposé quelques amendements afin d'avoir une démarche plus ambitieuse sur les contrôles en matière de crédit d'impôt recherche. Nous saluons aussi la création du rescrit juridictionnel qui permettra de demander au juge administratif d'apprécier la régularité d'une procédure
et ainsi assurer la sécurité juridique de certaines décisions complexes, ce qui permet d'anticiper à l'avenir tout risque de contentieux. Dans un premier temps, nous saluons enfin la création du coffre-fort numérique qui permet aux entreprises de les dispenser de reproduire les informations qu'elles ont déjà transmises à l'administration ou que l'administration détient déjà. Cette disposition, vous l'avez dit, qui renforce le « dites-le-nous une fois » du précédent quinquennat, permet d'alléger les formalités administratives. Nous saluons enfin la dématérialisation des procédures, mais là aussi, vous verrez en deuxième partie, nous aurons un petit bémol. Enfin, nous nous interrogeons sur l'amplification du mouvement du guichet unique qui est proposé par ce texte. Bien sûr, comme vous tous, nous entendons nos concitoyens nous dire « c'est trop compliqué, nous ne savons pas à qui nous adresser. Il n'y a pas un numéro de téléphone unique ». Et donc, toujours disposer d'un guichet unique est une idée séduisante que nous pourrions soutenir. Mais, Monsieur le ministre, vous connaissez notre obsession du détail, parce que parfois le diable se cache dans le détail. Et nous estimons qu'à ce stade, vous ne nous avez pas donné toutes les garanties. J'y reviendrai. Deuxième angle de ce projet de loi que j'ai abordé tout à l'heure, c'est le risque qui peut peser sur les agents et les fonctionnaires qui auront à remplir ces missions telles que définies par ce texte de loi. La modernisation, Monsieur le ministre, à notre avis, de l'action publique doit constituer un sujet en soi et qui doit aborder l'ensemble des questions. Or, avec ce texte, vous préemptez certains sujets de manière partielle, ce qui peut remettre en cause certains des droits des fonctionnaires sans le dire clairement. Je vais lire ce qu'a écrit notre rapporteur général dans son rapport, qui est une excellente lecture, qui est passionnant d'ailleurs, que je recommande à chacun. Donc, je vais vous faire une petite lecture. Le rapporteur général écrit ainsi, je le cite, « Il n'est pas excessif de dire que le renouvellement des méthodes de l'action publique est déjà à l'œuvre sur ce texte lui-même. » Quelques pages plus loin, il écrit encore, et je le cite toujours, « À cet effet, les articles laissent une large place à l'expérimentation qui permettra cette refonte progressive du rôle de l'État. » Là encore, on lit l'objectif sous-jacent à ce texte de loi, refondre le rôle de l'État. Nous pensons qu'il eût été plus juste d'afficher cet objectif et d'en tirer les conséquences, c'est-à-dire de mener une réflexion globale en incluant l'ensemble des représentants des agents de l'État. Cette fois, ce n'était pas dans son rapport, mais c'était toujours lors de la commission, le rapporteur général vous a interrogé, Monsieur le ministre. Alors, je vais vous relire la question qu'il vous a posée. J'ouvre les guillemets. Il a dit « Ma troisième question porte sur le lien avec la réforme de l'État. Vous avez le programme Action publique 2022. Il serait utile que vous nous en rappeliez les contours, le déroulement et que vous en précisiez l'éventuelle articulation, là aussi, avec ce texte. » Monsieur le ministre, la question du rapporteur général était excellente. C'est pour ça que je me suis permis de la reciter. Mais ce qui était moins excellent, c'est que vous ne lui avez pas répondu. En tout cas, cette question est restée sans réponse. Qui dit, vous avez tout à fait le droit de faire ce que vous voulez, mais moi je dis juste qu'une absence de réponse à cette question extrêmement pertinente pointe le risque que vous engagiez la fonction publique dans des transformations pour lesquelles vous ne l'avez pas consulté ou pour lesquelles vous n'avez pas consulté l'ensemble des représentants syndicaux. C'est pour ça que nous pensons qu'il eût été plus juste d'afficher cet objectif et d'en tirer toutes les conséquences. Alors vous allez me dire, mais les représentants des agents, nous les avons reçus. Mais je vous répondrai, c'est heureux. Mais je pense que ce qui ne vous aura pas échappé, c'est qu'ils n'ont pas été associés à l'écriture de ce texte. Sur le guichet unique, petite question, là également. Vous évoquez une expérimentation pour 4 ans d'un référent unique qui devra être l'interface exclusive de l'usager dans sa relation avec les services publics concernés par l'expérimentation. Alors là aussi, plusieurs questions demeurent. Qui et comment vont être précisément déterminées les responsabilités des agents concernés? Quelles sont les instances de concertation qui vont être mobilisées? Ont-elles déjà été consultées? Avez-vous recueilli leur avis ou sommes-nous encore dans le flou? La question demeure. Nous avons, pour tenter de répondre à ces questions, déposé un amendement pour que l'évaluation de cette expérimentation qui sera menée puisse tenir compte de l'avis des agents des différentes fonctions publiques concernées, ce qui nous paraît indispensable. Enfin, Monsieur le ministre, lors de votre audition, vous avez indiqué
que vous conserviez une petite frustration. Je vous cite. Vous avez dit « L'agent public doit être le premier acteur de cette transformation. C'est lui qui répond au guichet, au téléphone, à un particulier, à une entreprise et qui trouve une solution. La quasi-totalité des agents publics s'efforce, parce que c'est leur métier et parce qu'ils aiment servir le public, de démêler les fils de l'administration. Mais ils sont parfois pris au piège de normes ou de leurs propres responsabilités et ils sont alors obligés d'appliquer une règle qui leur paraît absurde. » Je ferme les guillemets. Vous avez ajouté « En proposant que la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne puisse pas être mise en cause, nous ouvrons des pistes. » Vous l'avez dit, Monsieur le ministre, vous ouvrez des pistes. Vous ouvrez des pistes. Vous ouvrez des pistes qui vous ont été inspirées, mais nous souhaiterions, Monsieur le ministre, que vous puissiez vous engager un peu plus sur les garanties données aux agents. Nous pensons qu'une telle question de la responsabilité des agents doit être traitée de manière globale et pas au détour d'un article d'un projet de loi. Donc nous le redisons, vous avez parfaitement, et vous avez été inspiré par des amendements en ce sens, cerné la difficulté qui pouvait apparaître, mais nous estimons qu'à ce stade, les garanties qui sont données aux agents ne sont pas suffisantes. Enfin, Monsieur le ministre, le CESE, le Conseil économique et social environnemental, a lui aussi partagé ces inquiétudes. Il a ainsi pointé le risque, je le cite toujours, d'une mauvaise interprétation des termes droit à l'erreur et bonne foi pour les activités de contrôle. Je le cite toujours, il souligne, il craint que le risque de voir augmenter le contentieux et donc la charge de travail pour l'ensemble des agents des administrations concernées n'augmente. Pour contourner cette difficulté, plutôt pour la résoudre, il vous invite, je le cite, à veiller à la nécessité d'accompagner les fonctionnaires chargés de l'application de cette disposition en définissant des principes clairs sur les critères à retenir afin d'harmoniser les pratiques entre les différentes administrations. Monsieur le ministre, nous partageons l'inquiétude du CESE ainsi que ses recommandations. Mais nous regrettons que cette inquiétude et ces recommandations n'aient pas obtenu de réponse concrète pendant le débat et surtout qu'elles n'aient aucune traduction budgétaire dans le PLF qui est devenu la loi de finances initiale pour 2018, puisque tout simplement aucun crédit particulier n'a été prévu. Enfin, Monsieur le ministre, toujours dans la catégorie questions qui reste en suspens, il y a la dématérialisation. Alors, effectivement, nous la soutenons. Nous pensons qu'il faut aussi transformer l'administration, qu'il faut aussi avancer, mais nous souhaiterions que vous teniez compte des réalités qui existent dans notre pays. Vous connaissez les petites communes. Pour certaines, il y a peu de débit Internet. Et donc, les gros pavés qui arrivent de la préfecture, elles peuvent mettre une demi-journée à les télécharger. Ce qui, effectivement, en termes d'efficacité du numérique, est quand même compliqué. Donc, nous avons, avec mes collègues, déposé un amendement qui propose, ça vaut aussi pour les ménages, de reporter l'obligation de télégradation et de télépaiement pour les contribuables qui vivent dans les zones blanches, de la reporter à 2025. Nous souhaitons aussi qu'une partie des gains que vous estimez procurés par la dématérialisation soient réaffectés à l'accueil du public, notamment en direction des personnes les plus vulnérables qui ne peuvent pas se connecter à Internet. Enfin, cette dématérialisation, Monsieur le ministre, elle ne peut pas se faire sans une formation adaptée pour les agents. Dématérialiser, c'est changer la culture. C'est bien ce que vous souhaitez faire, c'est effectivement changer la culture du traitement administratif, et nous sommes d'accord sur cet objectif, mais comme tout changement de culture, il doit être accompagné. Nous estimons enfin qu'il est nécessaire, en termes de dématérialisation, que pour le public, il puisse y avoir une zone, vous l'appelez comme vous voulez, de tolérance, d'acceptabilité. Je vais vous donner un exemple. Alors, ce n'est peut-être pas Philippe, mais je vais lui donner un autre nom. On va retourner à Alexandre. Alexandre fait partie d'une indivision. Ils sont 3, il y a une succession, et ils doivent payer la taxe foncière liée à cette indivision. Ils sont de bonne foi, ils veulent la payer. En indivision, chacun va payer un tiers. Quand vous allez sur le système pour pouvoir la payer, vous ne pouvez pas changer sur le serveur des impôts le montant à payer. Et donc, qu'a fait Alexandre ? Il a dû faire un chèque. Qui dit chèque quand on dépasse 2 000 €, dit pénalité. Alors aujourd'hui, les DDFiP sont assez conciliantes. Oui, mais ce n'est pas inscrit. Vous ne leur reconnaissez pas ce droit, ce qui fait qu'il y a des différences de traitement entre les différentes DDFiP. Ça fait partie des questions que nous posons sur cette dématérialisation.
Enfin, dernier axe de cette motion de renvoi en commission, les droits que vous supprimez avec cette proposition de loi. Et là, ça nous gêne plus, Monsieur le ministre. Ça, c'est vraiment le point qui nous gêne plus. Alors, il y en a un, c'était l'article 30, et je remercie l'ensemble des collègues, et notamment Dominique Potier, qui se sont mobilisés pour que cet article 30 puisse être supprimé. Cet article permettait au gouvernement de prendre une ordonnance afin de supprimer de manière expérimentale, pendant 4 ans, dans certains départements, le contrôle des structures des exploitations agricoles. Je sais qu'il a été supprimé, j'ai bien suivi, Monsieur le ministre. Je vous entends. Non, je vais quand même maintenir ce que j'ai à dire sur ce point-là. Seule Madame la députée a la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Comme l'écrit notre rapporteur général dans son rapport, je le cite encore, « Le contrôle des structures vise la mise en valeur du sol. Son objectif principal est de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. » Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. Il vise également à consolider et maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre ou de conserver une dimension économique viable. Et donc, c'est ce qui fait que, vous le savez, dans chaque région, il existe un schéma directeur régional des exploitations agricoles qui définit cette surface minimale nécessaire pour chaque installation. Alors, Monsieur le ministre, vous envisagez de supprimer ce contrôle. Il a été supprimé, j'espère qu'il ne réapparaîtra pas dans le débat, mais il vaut toujours mieux dire les choses pour éviter qu'elles ne se produisent. Parce que, à quoi sert ce contrôle? Tout simplement à protéger notre foncier agricole. En effet, les opérations qui sont soumises à contrôle préalable sont définies par la loi, et elles sont celles qui conduiraient à excéder les seuils de surface qui sont prévus dans ce fameux schéma directeur régional. Moi, vous savez, je suis d'un département qui compte beaucoup de petites et moyennes exploitations. C'est le Tarn-et-Garonne, et je suis particulièrement sensible à cette question, parce que je ne veux pas que mon département, les terres de mon département, soient un jour rachetées par des multinationales ou par des fonds d'investissement, et qui transformeront les agriculteurs en fermiers pour les cultiver. C'est dire si ce contrôle, Monsieur le ministre, est indispensable pour que les petites et moyennes exploitations puissent ne pas tomber sous la coupe de très grandes, et notamment d'investisseurs qui se révèlent assez prédateurs. Alors, toujours dans l'excellent rapport du rapporteur général, il est dit, oui, mais à chaque fois qu'il y a une demande de contrôle, 90% d'autorisation font l'objet favorable. Très bien, mais il y en a quand même 2000 en France qui faisaient l'objet d'un rejet. Eh bien, ces 2000, je remercie l'ensemble des collègues qui se sont mobilisés pour faire en sorte que votre article 30 disparaisse de ce projet de loi. Ces 2000, elles méritent d'être respectées. C'est pour ça que je me permettais de le rappeler au nom de ces 2000 contrôles qui ont abouti à des rejets. Deuxième droit que vous proposez de supprimer, le droit des TPE et des PME à avoir sur leurs documents bancaires le TEG, le fameux taux effectif global. Vous vous êtes engagé, Monsieur le ministre, à nous donner un amendement gouvernemental que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, mais n'empêche que votre intention était de supprimer l'obligation de TEG. Alors, on a eu un long débat en commission. Je ne sais pas si c'est Bruno Le Maire ou vous, mais je pensais qu'il y avait un peu de solidarité gouvernementale au gouvernement, mais je m'aperçois que c'est plus compliqué que ça. Donc, mettons que ce soit Bruno Le Maire. C'est le ministre qui l'a dit, pas moi. Donc, on va dire que l'article 32 du TEG, c'était l'article Bruno Le Maire qui visait à supprimer l'obligation de taux effectif global. Eh bien, Bruno Le Maire a eu tort. Nous avons tenté de le lui dire, puisque l'amendement qui vise à supprimer la suppression de cette obligation a failli passer à une voix près. Je regrette qu'il ne soit pas passé en commission, mais si, Monsieur le ministre, vous avez un amendement complémentaire qui permet de résoudre cette question, il est indispensable que les artisans, que tous ceux qui n'ont pas le temps de passer des heures entières à discuter avec leurs banquiers, puissent savoir exactement quel est le taux d'un crédit qu'ils sollicitent. Alors, je sais que vous avez parlé d'affacturage, etc. Moi, j'attends de voir combien de plombiers, combien de carreleurs, combien de plaquistes, combien de boulangers font de l'affacturage. J'ai regardé les statistiques, c'est une très petite minorité. Et je pense que la loi est quand même faite pour qu'on puisse donner satisfaction, ou en tout cas assurer la sécurité d'un grand nombre de nos concitoyens. Troisième droit que vous supprimez, c'est celui qui vise à concerner les agences de notation, c'est-à-dire les fameuses agences de rating.
La loi de 2010, qui était portée par la majorité UMP, à laquelle vous apparteniez à l'époque, monsieur le ministre, cette majorité avait estimé qu'il fallait renforcer le régime européen de responsabilité civile en direction des agences de crédit, des agences de notation de crédit, notamment en direction des clients de ces agences de notation. Et ce que vous faites dans l'article 32, vous proposez que le gouvernement puisse prendre par ordonnance une disposition qui viserait à supprimer la responsabilité civile telle qu'elle a été définie en 2010 des agences de notation de crédit. Cette responsabilité qui permettait aux requérants, c'est-à-dire aux clients d'une des agences de notation, de ne pas avoir besoin, en cas de préjudice, d'apporter la preuve de l'impact de la mauvaise notation ou d'une erreur de notation. Ça ne nous paraît pas, monsieur le ministre, j'entends bien, alors c'est peut-être aussi un article de Bruno Le Maire, peut-être encore un article de Bruno Le Maire, parce que vous êtes tiraillé, monsieur le ministre, vous êtes tiraillé entre l'idée de dire il faut pouvoir attirer des agences de notation à Paris et l'idée de protection des clients de ces agences de notation, de tous ceux qui ont bénéficié ou qui ont subi, je ne sais pas comment il faut dire, des notations, notamment des collectivités locales ou des CDO de CDO de CDO, puisque ça existait, les CDO Square, même au cube, qui faisaient qu'à la fin de la journée, plus personne n'y comprenait rien et que la responsabilité était quand même très peu engagée. Donc sur ces trois droits, il y en a un sur lequel vous avez heureusement reculé, c'est l'article 30. Le TEG, vous nous dites que donc c'était la proposition de Bruno Le Maire et que vous allez l'annuler via un amendement que vous avez déposé, donc ça répondra à notre question. Il restera la troisième sur les agences de notation de crédit. Nous aurons bien entendu l'occasion d'en discuter lors de cet examen ici en séance. Mais monsieur le ministre, vous le voyez, nous sommes ouverts à cette discussion. La raison de ce renvoi en commission, c'est que sur un certain nombre de points, nous pensons qu'il faut des engagements plus fermes de votre part, notamment à l'égard des agents de la fonction publique. À ce stade, vous n'avez pas répondu à toutes les questions, il reste du flou, et le flou n'est jamais très bon, Ce sont les raisons qui nous ont conduits à demander le renvoi de ce texte en commission. Si d'aventure, monsieur le ministre, vous deviez, sur la question de ces droits, avoir des réponses favorables, évidemment, notre groupe se situerait dans une responsabilité constructive. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.